afin que la famille Dreher puisse enfin tourner la page sur ce chapitre très triste de leur vie. Tenons la dernière heure. Mais jusqu'à la dernière heure, le temps vraiment est passé assez vite. Les gens pensent de souvent que l'espace est la plus grande aventure que les humains aient jamais entreprise, mais ce n'est pas vraiment vrai. Bien que nous n'ayons pratiquement pas exploré l'espace lointain, nous avons tout de même exploré plus l'espace que nos propres océans. Et c'est parce que, en comparaison avec les océans glacés et soumis à une pression extrême, l'espace est facile. La marge d'erreur dans les profondeurs de l'océan est minuscule, et la conséquence de dépasser cette marge d'erreur est presque toujours la mort immédiate, si vous avez de la chance. Les moins chanceux meurent lentement, douloureusement, et complètement seuls dans l'environnement le plus impitoyable de la planète. La plongée en grotte, et la plongée en général d'ailleurs, est une activité extrêmement dangereuse. Si une seule erreur est commise, cela peut entraîner une mort atroce. Mais la plongée en grotte, lorsqu'elle est pratiquée correctement, peut aussi être une activité très stimulante et amusante, avec des milliers de personnes dans le monde entier qui s'y adonnent chaque jour. L'objectif est assez simple. Trouver une cavité sous-marine, puis explorez-la en utilisant un équipement de plongée sous-marine. Malgré le danger, les accidents ne sont pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. La plongée souterraine est la forme la plus extrême de plongée technique. J'ai déjà réalisé une vidéo sur une plongée technique qui a mal tourné, lorsque le plongeur Yuri Lipski a commis quelques erreurs cruciales lors de sa plongée, ce qui l'a malheureusement laissé coincé au fond de la mer, où il a été lentement empoisonné à mort par sa propre bouteille d'oxygène. La plongée en grotte et sur épave peut être amusante, intéressante, stimulante et exaltante. Elle a tendance à attirer les personnes qui rient face aux défis. Dave Shaw était un Australien de 50 ans vivant à Hong Kong. Le jour, il pilotait des avions de ligne ainsi que des avions agricoles. Ses amis le décrivaient comme une personne aventureuse, toujours à la recherche de nouveaux défis. Dave était un esprit qui, en fait, voulait faire des choses. Son esprit aventurier l'a conduit à devenir plongeur spéléologue. Dave a commencé la plongée grâce à son fils et a passé ses premières années à explorer des épaves aux Philippines. Au fil du temps, Dave s'est passionné pour la plongée souterraine et s'est formé pour acquérir les compétences requises afin de s'assurer de pouvoir explorer les profondeurs en toute sécurité. La plongée souterraine est devenue une véritable passion pour Dave, et sa femme raconte que Dave planifiait toujours sa prochaine plongée dès qu'il était à la maison. D'après pratiquement tous ceux qui connaissaient Dave, on utilisait souvent des mots comme prudent, méthodique et calme pour parler de ses compétences en tant que plongeur. Cela amènerait Dave à tenter une plongée à Bosmans Gat en Afrique du Sud, connue sous le nom de Bushman's Hole. Bushman's Hole est une grande grotte sous-marine en Afrique du Sud. Son entrée est un réseau de petits tunnels menant à une caverne beaucoup plus grande, profonde de 280 mètres. La visibilité y est quasi nulle et la vie y est rare, voire inexistante à l'intérieur de la grotte. Le trou du Bushman, situé au sommet d'une petite chaîne de montagnes, a une altitude juste en dessous de 5000 pieds. C'est important parce que cela signifie que toute personne plongeant dans le trou aurait besoin d'un temps de décompression plus long lors de sa remontée. Le trou du Bushman est une plongée difficile qui a coûté la vie à quelques personnes au fil des années. En 1993, le plongeur Eben Leyden a perdu connaissance à 60 mètres de profondeur. Alors, elle était sortie de l'eau, mais était déjà décédée. Un an plus tard, un plongeur de 20 ans nommé Dion Dreyer a perdu la vie dans la grotte. Alors qu'il aidait une équipe de plongée à préparer une plongée technique en profondeur, Dion a disparu en remontant de 160 pieds de profondeur.
L'équipe a supposé qu'il avait perdu connaissance en raison d'une toxicité à l'oxygène ou d'une hypercapnie, soit une accumulation de dioxyde de carbone dans l'organisme. 2 semaines après le décès de son fils, Theo a utilisé un petit sous-marin télécommandé pour rechercher le corps, mais ils n'ont trouvé que son casque. Son corps allait donc rester dans cette grotte profonde et sombre pendant plus de 10 ans. La plongée est une activité remplie de dangers. En raison du comportement des gaz sous pression, vous pouvez absorber bien plus de gaz que ce qui est sans danger. Cela peut provoquer des hallucinations, des rires hystériques, des sensations intenses de terreur, de la panique, une perte de la motricité, un jugement altéré et, finalement, la mort. Même l'oxygène que vous utilisez pour respirer peut devenir toxique lors de plongées profondes, car votre sang devient sursaturé et il commence à vous empoisonner. Les plongeurs utilisent au sort des mélanges de gaz qui incluent généralement de l'azote, de l'oxygène et de l'hélium dans différentes concentrations selon la profondeur à laquelle ils plongent. C'est pourquoi les plongeurs doivent être très prudents quant au type de mélange gazeux qu'ils emportent lors d'une plongée et contrôler très attentivement leur vitesse de descente. Descendre trop vite ou utiliser le mauvais mélange gazeux vous fera rapidement vous sentir très ivre et vous rendra totalement incapable d'assurer votre propre sécurité, car l'augmentation des gaz dans votre sang vous donnera l'impression d'avoir bu une bouteille entière de Jack Daniels. C'est ce qu'on appelle la narcose à l'azote, et c'est un danger bien réel pour toute personne qui plonge en profondeur. C'est aussi ce qui a coûté la vie à Yuri Lipski au Blue Hole de Dahab, en Égypte. Comme Dave aimait se lancer des défis, il a choisi le Bushman's Hole, un site plutôt difficile, pour tenter de battre certains records du monde de plongée. La plongée était difficile à planifier car personne ne savait exactement à quelle profondeur se trouvait le fond, ce qui signifiait qu'il fallait surcompenser avec les bouteilles de gaz et en prendre plus que nécessaire. Ils ignoraient également si leur ligne de descente serait assez longue et Dave redoutait de simplement glisser à son extrémité si elle était trop courte. Une ligne de descente est une corde lestée utilisée en plongée pour donner aux plongeurs à la fois un point de repère pour s'orienter et aussi les guider, eux et leur équipement, lors de la descente et de la remontée. Elles sont très utiles en plongée souterraine, car ces plongées se font souvent dans l'obscurité totale à travers des tunnels complexes où il est facile de se perdre. Malgré ces problèmes, Dave a commencé sa plongée et a immédiatement rencontré sa première difficulté. Il transportait 4 bouteilles de secours. Ce sont des bouteilles de secours contenant du gaz respirable en cas de panne de la bouteille principale. Les 4 bouteilles de secours contenèrent une forte teneur en hélium en raison de la profondeur de plongée prévue, le rendant plus flottant qu'anticipé et ralentissant sa descente. C'est un problème car le temps passé en plongée est soigneusement calculé du fait que l'air respirable est très limité. Pour aggraver la situation, plus on plonge profondément, moins on peut rester longtemps car l'air s'épuise beaucoup plus vite à cause de la compression et de la quantité plus importante inhalée à chaque respiration. Donc Dave a ajusté sa vitesse de descente pour qu'elle soit plus rapide. Cela lui a donné une nouvelle source d'inquiétude. S'il descendait rapidement et que le fond était couvert de vase lorsqu'il atterrissait, il soulèverait toute la vase dans l'eau environnante et réduirait la visibilité à presque zéro, même avec de puissants projecteurs sous-marins. Malgré ses inquiétudes, Dave est arrivé au fond et, ce faisant, a battu plusieurs records du monde. La plus grande profondeur atteinte avec un recycleur, la plus grande profondeur dans une grotte avec un recycleur, la profondeur atteinte en altitude avec un recycleur, et la plus grande profondeur en déroulant un fil d'Ariane. Alors que Dave se retournait dans l'obscurité, sa lampe traçait un chemin à travers les ténèbres, et il a pu distinguer la silhouette incontestable d'un corps. Il s'est approché, supposant qu'il s'agissait du corps de Dion Dreyer, mort ici 10 ans auparavant. Il a essayé de soulever le corps, mais l'équipement plus ancien et plus encombrant de Dreyer s'était coincé dans la boue, et tenter de le déplacer faisait respirer chaud plus fort et consommer son air plus rapidement. Manquant d'air pour tenter une récupération immédiate, il a attaché une corde au corps de Dreyer et a commencé à remonter. En remontant, il a croisé son ami Don, qui allait chercher les bouteilles que Dave avait laissées. Dave a écrit une note inquiétante sur une ardoise de plongée qui disait simplement 270 mètres. Corps retrouvé.
Après avoir refait surface, Dave raconta sa découverte dans la grotte sombre. Ensemble, ils en conclurent qu'ils avaient trouvé le corps de d'Andrea, disparu 10 ans plus tôt, dans cette même grotte. Pendant la plongée, Dave avait battu plusieurs records du monde de deep breather, mais il était bien plus enthousiaste de sa découverte. Dave décida qu'il irait voir Theo Dreyer, le père de Dion, pour l'informer qu'il avait retrouvé le corps de son fils. Pendant leur conversation, il promit à Theo de récupérer le corps pour lui offrir des obsèques respectables, des funérailles et apporter un peu de réconfort à sa famille. Dave est ensuite rentré chez lui pour commencer à planifier la plongée de récupération. Lorsque Dave a réuni son équipe pour discuter de la plongée de récupération, certaines questions avaient déjà trouvé réponse, ce qui, en théorie, rendrait la planification de la plongée de récupération plus facile. Premièrement, il savait en tout se trouver le corps, comment il était attaché et à quelle profondeur il devait en descendre. Deuxièmement, Dave avait vu le corps sur place et il se souvenait avoir constaté qu'il ne restait qu'un squelette. Superbement assemblé, mais le détendeur est manquant. Il doit être quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé. Le corps aurait une flottabilité négative, car il n'y avait pas d'air emprisonné à l'intérieur et le squelette était plus dense et plus lourd que l'eau environnante. Cela faciliterait le déplacement dans l'eau, car ses mouvements seraient en toujours prévisibles. Pour sa plongée, Dave avait choisi de fixer une caméra sur son casque. Avant l'arrivée des caméras GoPro, il n'existait pas d'option légère et compacte avec fixation standardisée pour casque. Dave et son équipe ont acheté une petite caméra performante en basse lumière et ont conçu un boîtier de casque sur mesure pour l'accueillir. Le résultat final était un peu encombrant et lourd, mais il convenait parfaitement à l'objectif recherché. Il est à noter que Dave n'avait jamais plongé avec un casque auparavant, préférant toujours utiliser simplement la cagoule en caoutchouc de la combinaison. En raison de la profondeur de la plongée, tous les plongeurs ne pourraient pas remonter immédiatement à la surface et devraient en remonter lentement en s'arrêtant à intervalles réguliers pour éviter le mal de décompression. D'abord, Dave remonterait et retrouverait Don, à qui il donnerait des nouvelles, et ils échangeraient en quelques bouteilles au permanenteil d'air vide contre des plaines. Don remonterait ensuite pour retrouver le plongeur suivant, et la même chose se reproduirait, un peu comme dans une équipe de relais de plongée, jusqu'à ce qu'ils soient tous remontés à la surface en toute sécurité. Dave a également rassemblé l'équipe pour discuter de ce que chacun devrait faire au cas où l'un des plongeurs mourrait ou disparaîtrait pendant l'opération. Si Dave ne revient pas à temps, je descendrai pour aller chercher Dave ou faire ce que j'ai à faire, puis je remonterai. Je dois vraiment insister sur le fait que la personne la plus importante lors de la plongée, c'est vous, d'accord? Ce n'est pas moi. Pour moi, la personne la plus importante lors de la plongée, c'est moi, d'accord? Vous devez prendre soin de vous-même. Donc, si vous avez un problème, vous gérez votre problème et vous m'oubliez. Il ne peut pas en être autrement, d'accord? Il vaut mieux qu'il y ait une personne morte que deux. Le 8 janvier 2005, Dave Shaw et son équipe se sont lentement enfoncés dans Bushman's Hole en Afrique du Sud. Leur objectif était simple, mais les défis ne l'étaient pas. Dave Shaw, plongeur de grotte expérimenté et détenteur de records du monde, était convaincu que son équipe et lui avaient planifié la plongée correctement et en toute sécurité. Tout avait été minutieusement vérifié. Chaque manœuvre, rencontre et descente était minutieusement chronométrée. C'était une équipe de plongeurs bien rodés et très expérimentés, mais l'une des raisons pour lesquelles la plongée profonde est si dangereuse, c'est que les conditions et les événements prévus en surface se déroulent trop souvent différemment dans l'abîme froid et impitoyable des grandes profondeurs. Dave était descendu dans la grotte à la vitesse de descente qu'il avait prévue. S'il descendait trop vite, il risquait la narcose à l'azote. Trop lentement, il manquerait de temps à cause de la compression des gaz en profondeur. Lorsqu'il a atteint le fond de la grotte, Huché et Touramo, il a suivi la ligne qu'il avait auparavant attachée au corps de Dion pour le localiser dans l'obscurité. Suivre les lignes et les structures est crucial car, à cette profondeur, à l'intérieur d'une grotte, il n'y a aucune lumière et même les puissantes lampes torches qu'il porte n'offrent qu'une visibilité de quelques mètres.
Si vous vous éloignez des lignes de guidage de plus d'1 ou 2 pas, vous ne pourrez plus les voir. Dave était prudent et restait près des lignes en les suivant. Après avoir localisé le corps de Dion, il a sorti un sac mortuaire sous-marin fait maison, qu'il utiliserait pour envelopper le corps et le remonter plus facilement à la surface. Malheureusement, Dave a rencontré le premier problème inattendu et finalement fatal. Lorsque Dave a examiné le corps lors de la première plongée, il n'avait pas pu le déplacer car il était coincé dans la vase et il n'avait pas assez d'air pour risquer de faire des efforts sous l'eau afin de le dégager. Mais il avait vu qu'il s'agissait d'un squelette et en avait déduit qu'il s'était entièrement décomposé. Cependant, cette fois, en soulevant le corps de la vase, il a découvert qu'il n'était que partiellement décomposé du côté exposé à l'eau, la partie restée dans la vase ayant été protégée par la combinaison de plongée. À l'intérieur de la combinaison de plongée, les tissus s'étaient transformés en adipocire, c'est-à-dire lorsque les tissus graisseux deviennent une substance cireuse semblable à du savon, qui est très flottante. Lorsque Dave a déplacé le corps, celui-ci s'est mis à flotter, et à tourner de façon imprévisible. Le cadavre tournoyant s'emmêlait lentement dans l'équipement de Dave. La lampe torche puissante de Dave fonctionnait sur batterie, reliée par un fil à un boîtier fixé sur son corps. Le corps tournoyant s'est accroché au fil de la lampe de Dave. Tentant de garder son calme, Dave a entrepris de se libérer en coupant le fil. Habituellement, un plongeur aurait enroulé le fil de la lampe torche derrière son cou pour éviter qu'il ne s'en mêle avec d'autres objets. Dans ce cas cependant, Dave ne pouvait pas faire cela. Le casque et la caméra sur le dessus de sa tête l'en empêchaient car c'était trop haut pour que ses bras puissent passer par-dessus et placer le fil en toute sécurité à l'arrière de son cou. Cela signifiait qu'il flottait librement devant lui et pouvait s'accrocher au corps de Dion. Malheureusement pour Dave, l'effort de faire cela à une telle profondeur, combiné à l'augmentation de son rythme respiratoire dû à sa détresse, signifiait qu'il ne quitterait jamais le fond de la grotte vivant. Son rythme respiratoire augmentait, mais la vitesse de libération d'air de l'équipement dans ses poumons restait constante. Cela signifiait là qu'il inhalait de plus en plus de dioxyde de carbone à chaque respiration paniquée. Il n'a fallu que peu de temps pour que Dave perde connaissance et la vie. Don fut le premier plongeur croisé par Dave en remontant. Il attendait Dave pour avoir des nouvelles et lui donner des bouteilles d'air fraîches tout en emportant celles qui étaient ventées au vide. Mais Dave n'est jamais remonté. Dave lui-même avait donné des instructions explicites à toute l'équipe. Si un plongeur ne retrouvait pas les autres, il ne fallait pas attendre. Chaque plongeur était responsable uniquement de lui-même, car essayer de jouer les héros signifierait presque à coup sûr 2 morts au lieu d'1. Quand Dave n'a pas retrouvé Don comme prévu, Don a su qu'il ne reverrait plus Dave vivant et il a commencé sa remontée pour retrouver le plongeur suivant. En rencontrant le plongeur, Don a sorti son ardoise de communication et a écrit les mots qui allaient imposer une réalité horrible à l'équipe. Dave ne reviendra pas. Ce qui avait commencé comme une tentative sincère et courageuse d'apporter une forme de réconfort à une famille en deuil est devenu une leçon brutale sur les dangers extrêmes et les marges très étroites de la plongée en eau profonde. Pour le père de Dion, Théo, l'expérience a été vécue avec des sentiments partagés, heureux d'avoir pu offrir à son fils de véritables funérailles, mais attristé que la récupération de ce corps en ait coûté un autre.